Bonjour monsieur, Élie Maucourant. Bonjour, docteur Wittmann. Vous êtes auteur, mais aussi professeur de français. En 2019, vous avez publié le 2 tomes de votre roman Warm Blue. Warm Blue. Et Exactement. notre rédaction a publié un compte-rendu. Les deux livres sous-titres Posant d'azur et Miroir du réel donnent déjà de matière à discuter. Nous y reviendrons. Vous avez écrit un roman de science-fiction politique. Je voudrais d'abord parler avec vous du genre de votre roman. Comment le définissez-vous? Alors, en général, j'évite de dire que je fais de la littérature politique parce que c'est dangereux. J'aime bien garder à l'esprit que la littérature, c'est aussi et d'abord un divertissement avant d'avoir la folie des grandeurs. Après, il est vrai que quand on écrit de la science-fiction ou surtout de l'anticipation, euh, on se projette forcément dans un futur qui, en fait, n'est ni plus ni moins qu'un questionnement, un miroir de notre société. Donc, évidemment, quand on écrit sur la catastrophe écologique, forcément, il y a des questions politiques qui arrivent dans le domaine. Mais de base, mon intention n'était pas de faire un réquisitoire politique. C'est avant tout de la science-fiction qui va flirter avec le champ politique plus que l'inverse. Ensuite, parlons du sujet de votre roman. Van Blue décrit les conséquences de nos négligences d'aujourd'hui. Notre rédaction a écrit sur l'idée de base, l'idée de départ de Van Blue, je cite, « Tous les problèmes d'aujourd'hui rattraperont un jour nos descendants. Le changement climatique avec le réchauffement apparemment inéluctable, la crise des migrants, l'isolement croissant, comme la montée de la violence, tout cela, l'humanité ne pourrait pas le maîtriser. » Donc, votre roman, ce n'est plus seulement que la science-fiction. Alors là, effectivement, on se retrouve très vite confronté avec des thématiques qui sont d'actualité. C'est vrai que la question de l'éco-migration, elle se pose d'ores et déjà, l'explosion de la violence urbaine aussi, et les replis aussi des États-nations. Effectivement, il y a beaucoup de lecteurs qui sont venus vers moi en me disant, mais paradoxalement, plus on avance dans le roman, plus les avancées technologiques sont présentes. Je pense surtout à la conquête de Mars, mais finalement, ça ne résout pas grand-chose. Et plus on avance vers notre présent, en fait. Et c'est toute la tension que j'ai voulu mettre en avant. C'est vrai qu'on a tendance à brandir la technologie comme un Graal et une sortie, une façon de sortir de la crise dans l'absolu. J'en suis pas convaincu. Ce roman, avant tout, pour moi, c'est un roman du doute. Je peux pas me permettre de proposer des solutions radicales, mais plutôt aller écrire ce qui pourrait advenir malheureusement. J'ai écrit ce que je n'avais pas envie de voir advenir. Et dans ces cas-là, l'auteur, bon gré mal gré, et malgré lui, parfois prend le rôle un petit peu du chien de garde, même si c'est pas la posture qu'il voulait adopter dans la genèse de son travail, quoi. Et les conséquences de nos problèmes non résolus pèsent lourdement. Je cite, Oui, impitoyablement la facture lui sera présentée. Au XXe siècle, l'Occident semble avoir atteint sa fin et même la colonisation de Mars sombre dans la mort et la violence sans borne. effectivement. Effectivement, c'est assez difficile d'être optimiste au vu de ce qui se passe maintenant. Je crois que tout le monde est au courant de la catastrophe écologique et on est dans un genre de paradoxe. Il suffit de regarder les tweets d'Elon Musk, par exemple, pour voir qu'on rêve à la fois d'une colonisation martienne et en même temps, on est face à des défis qui sont monumentaux sur Terre. Et donc, il y a cette espèce d'ambivalence. On a l'impression que notre siècle, c'est un peu un genre de Janus, quoi, à la fois tous ces problèmes du XXe siècle qui nous rattrapent et qui nous mettent dans une voie sans issue. Et d'un autre côté, on rêve de l'ailleurs sans forcément réfléchir à régler les problèmes de maintenant. Et ça, c'est difficile de proposer de solutions claires. C'est plus facile, en revanche, de construire une histoire autour de cette tension. En parlant de vos protagonistes,
Van Blue raconte de manière captivante trois destins individuels de deux tombes. William Whisper est un gardien du Biologos et travaille dans la réserve de Van Blue en Nouvelle-Zélande. Marianne est policière, un tout autre destin, tandis qu'à Berlin, encore un autre destin, Veit Hofstern gagne sa vie en se droguant et s'enfonce lui aussi de plus en plus dans une spirale de la violence. Les trois sont bien différents, mais ils ont aussi des ressemblances. Chacun lutte contre les circonstances de sa situation. Pas d'issue. Or, Marianne peut échapper au Mars. Vous avez créé ces personnages pour illustrer les manières de vivre les problèmes de leur époque. Effectivement, chaque personnage représente un petit peu cette tension. Et puis, on a un axe un peu entre le bien et le mal, hein. On a la figure du repenti chez William Whisper, c'est dit tout de suite dans le roman. On a la figure qui cherche l'espoir, en tout cas, dans la colonisation, dans l'espace, c'est Marianne. Et on a la figure de celui qui tourne le dos très vite dans le roman à ses espoirs spatiaux et qui, lui, va se consacrer à la violence. Donc, oui, chacun des personnages porte un petit peu les tensions presque politiques du roman. Pour William aussi, c'est donc la crise écologique. Pour Marianne, c'est la question spatiale. Est-ce qu'on peut coloniser l'espace, ou en tout cas Mars, comme on le rêve, sans apporter depuis la Terre nos propres problèmes? Et est-ce qu'aussi, finalement, pour Veit, finalement, est-ce que ce n'est pas lui le catalyseur des soucis, de la violence inhérente à tous ces soucis? Lui, il les porte et il les porte à son paroxysme. Donc, ces trois personnages sont un peu des représentations, j'ai essayé en tout cas presque allégoriques, hein, si on peut utiliser ce mot en l'occurrence, des questionnements qu'on a hérités du XXe siècle. Évidemment, ça me fait plaisir si l'auteur reconnaît que l'auteur du compte-rendu a lu son livre. Oui, bien sûr. Il y a un événement Évidemment. majeur. Il y a un événement majeur qui menace les trois et tous les habitants de la planète. Nous avons écrit sur le blog que Maucouron met magistralement en scène. Magistralement, car les lecteurs découvrent cet événement comme les protagonistes. Pas d'un coup, mais lentement, au fur et à mesure, et que les failles bleues apparaissent. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne dites pas tout de votre livre, mais au moins une petite explication. Une petite explication, et comme vous le soulignez, vous l'avez vu de manière très pertinente, vous l'avez lu. Effectivement, si on se contentait d'écrire une histoire, juste un constat, le monde va mal, finalement, c'est pas très intéressant en science-fiction. On va chercher autre chose. C'est l'idée de l'ailleurs, en fait, avec un grand A. Et cette idée de faille bleue, donc le bleu est au centre du roman, dans le titre, dans le nom de la réserve, c'est l'horizon d'attente aussi pour le lecteur. Et ces failles bleues sont peut-être la promesse de quelque chose d'autre. Alors, à savoir ce que c'est toute la question et c'est tout l'enjeu du roman. Et c'est là où, en fait, on passe de ce qui aurait pu être un simple techno-thriller d'anticipation à vraiment plus de la science-fiction comme le lecteur est en droit de l'attendre. Un basculement des genres, en fait, à ce moment-là. Allons quand même encore un peu plus loin. Reprenons notre compte-rendu. J'ai écrit les trois histoires parallèles n'ont a priori rien à voir les unes avec les autres et pourtant les modèles déjà bien connus de l'autorité, de la surveillance et de la violence jouent un rôle important dans les trois histoires, peut-être encore accentué par le contrôle des réseaux sociaux, quelque chose que Tout à nous fait. connaissons déjà de nos jours, dont nous ne connaissons que trop bien le danger aujourd'hui, mais qui se retournent un jour, mais qui se retourneront un jour contre nous si certains groupes en prennent le contrôle. Surveillance et réseaux sociaux, Van Blue dénonce les dangers autoritaires que nous négligeons aujourd'hui. C'est un peu dans ce sens que votre roman va? Ouais, complètement. Complètement, effectivement, il y a la menace de la dérive autoritaire qu'on croit depuis longtemps, en fait, endormie, puisqu'on a un peu, parfois à tort, en tout cas, concernant ce qu'on appellera la doxa, assimilé les
je sais pas, GAFAM ou les grandes entreprises américaines des réseaux sociaux comme finalement quelque part un idéal de liberté. L'Internet libre, ça fait très longtemps que tout le monde a fait une croix dessus, malheureusement. Et là-dessus, j'ai été influencé par mes lectures de science-fiction, évidemment. Et dans un futur proche, puisqu'il s'agit d'un siècle, ces réseaux, dans un monde où on a des implants, et c'est ce qui est déjà en train de se passer finalement, ce sera probablement bien sûr même avant un siècle, sont finalement des outils de contrôle. Là-dessus, je reconnais que je suis pas forcément original, c'est juste un levier dans la construction narrative pour faire avancer l'histoire. Mais oui, bien sûr, il y a une inquiétude concernant la liberté sur Internet, sur les réseaux sociaux. Malheureusement, je crois que c'est fichu. Je crois que c'est terminé là-dessus. Est-ce que ça ira plus loin? Est-ce qu'on va aller vers une dérive totalitaire, d'une société totalitaire qui ne dirait pas tout à fait son nom et qu'on a endormi toute contestation avec la consommation? Ça, c'est le futur qui nous le dira. Mais bon, Les trois pas très protagonistes, optimiste. oui, les trois protagonistes sont impliqués dans une relation étroite d'ordre et d'obéissance et sont Oui. en outre surveillés par des systèmes informatiques dont veille ce vice-père ne le comprend parfois pas, mais pense pouvoir Mm. les guider. C'est la technique qui le domine. C'est une bonne question, le rapport à la technique. Est-ce que c'est finalement un outil pour nous sauver ou est-ce que c'est finalement un outil pour nous détruire? C'est un vieux débat. En tout cas, les trois personnages, et comme vous le dites justement, ont des rapports différents avec la technique. Mais dans l'absolu, les trois finissent par être blessés par la technique à un moment ou à un autre. Pourtant, je me considère plutôt comme un technophile pessimiste, mais un technophile quand même, un peu dans la lignée d'un auteur que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup influencé, comme Maurice G. Dantec, qui était technophile et qui était aussi un peu pessimiste, voire beaucoup. Et effectivement, le système de surveillance qui, a priori, chez William Whisper, est présenté, et c'est le cas du biologos, comme un outil pour servir l'écologie, par exemple, très vite aussi, on se rend compte que c'est pas, il n'y a pas d'effet de spoil, comme on dit, ça se retourne doucement contre les personnages, mais c'est présenté assez vite hein, dans le roman. Et là, c'est une inquiétude personnelle qui est mise en scène. Oui, se passait maintenant que les failles ne sont pas localisables avec précision, ils sont partout. C'est aussi une Oui, question de cette violence et de ce développement qui se produit partout. Il s'agit aussi de perturbations de la communication qui concernent oui, aussi la coopération scientifique entre la Terre et sa planète voisine Gaia Nova. Qu'est-ce que c'est Gaia c'est Nova? ça. Alors, c'est difficile de trop en dire sans Passons, ruiner l'intrigue. pas trop en dire, mais Bien sûr. cette fait que les failles sont partout, c'est vrai, n'est-ce pas? Mhm. Oui, elles sont partout, elles apparaissent partout de manière spontanée, imprévisible, on ne sait pas trop ce que c'est. Et effectivement, il y a cette idée de Gaia Nova qui représente, c'est tout à fait dans notre esprit, de notre côté, dans notre Terre, c'est une projection de ce que les choses auraient dû être finalement. Donc c'est une projection de l'espoir en fait, hein. Encore une fois, c'est une image. Et le roman est construit autour de ce système, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Et le problème fondamental de l'humanité actuelle, la violence sous toutes ses formes, se multiplie et Oui, prend des formes dramatiques. Finalement, Whisk est mis à l'épreuve, il doit prendre une décision d'une manière ou d'une autre, et le lecteur est entraîné dans cette décision. oui. Comment celui-ci se déciderait-il selon vos voeux ou selon vos voeux, ou quels sont les repères pour le lecteur? Il est perdu, comme nous serons aussi Alors, perdus. c'est toute la question du roman. Je veux forcer le lecteur dans l'histoire à rentrer, à le mettre face à des choix complexes et impossibles, parce que moi-même, je suis incapable de choisir et que nous sommes dans une situation où on a beaucoup de mal à choisir. Et comme vous soulignez, effectivement, justement, c'est toute cette violence qui s'installe et qui devient prégnante et intrinsèque à toute chose, qui nous place dans cette situation finalement de non-décision, comme si on était paralysé face à des choix où on est forcément perdant. Hein. C'est le dilemme un peu tragique.
Et donc, par nature, je ne peux pas me prononcer sur le choix, puisque je force le lecteur, comme moi, à être placé devant des choix impossibles, en fait. Merci beaucoup, Elimou. Voilà. Vos Mais merci beaucoup. deux tomes Van Blue sont parus chez l'Armatan à Paris et je vous C'est ça. remercie de vos réponses. Et je vous remercie beaucoup, Dr Wittmann, pour votre temps. Je salue du coup votre travail. C'est très touchant de prendre le temps de s'intéresser comme ça aux auteurs français et francophones. Et du coup aussi, je profite pour saluer le travail de mon directeur de collection, la collection Miroir du réel, qui fait un super travail. C'est pas toujours facile dans l'imaginaire français de se faire une place, mais il faut se battre. Et ça, c'est Merci important. beaucoup. À bientôt. Merci. Merci à vous. À bientôt.